Samuel pose bizarrement sa valise sur la table et commence à déboutonner sa veste. Il était soulagé que cette longue, froide et morne journée de décembre soit enfin terminée. Le docteur s'imaginait déjà rentrer chez lui, prendre une douche chaude pendant une vingtaine de minutes et boire ensuite un thé chaud au gingembre et au citron pendant un long moment de détente. Oh, vous êtes déjà de retour? Carla l'accueillit d'une voix sirupeuse. Par-dessus son uniforme médical bleu, elle avait enfilé un long châle épais, une nécessité étant donné le mauvais chauffage du petit hôpital de district. Le médecin se méfie. Il était facile de travailler avec Carla, non seulement parce qu'elle était de la région et connaissait bien tous les médecins et les patients, mais aussi parce que l'infirmière avait toujours tout bien noté. Maintenant, à l'expression coupable et au ton flatteur de sa voix, il était clair que Samuel s'attendait à des nouvelles pas très agréables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre assiette aujourd'hui, Carla? Demanda-t-il d'une voix aussi sévère que possible. Mais sa voix sévère n'a pas trompé l'infirmière. Après 5 ans de travail en commun, Carla savait que Samuel ne faisait que feindre la sévérité. Et elle était vraiment gentille et calme. Nous avons un autre appel, dit-elle doucement, en poussant un rapport vers lui. Les yeux sombres de Samuel se sont levés, touchant presque ses cheveux bouclés. Non, répondit Samuel avec fermeté. Ma garde s'est terminée il y a 2 heures. Docteur Crédit, s'il vous plaît, plaide Carla. Il s'agit d'une femme âgée qui vit seule à la périphérie du village. Par coïncidence, c'est près de votre maison de vacances. Vous pourriez vous y arrêter sur le chemin du retour. J'ai tellement de choses à faire à la maison en décembre, répondit Samuel, la voix lourde de sarcasme. Cependant, son ton s'est adouci et Carla sent qu'elle est en train de gagner. Tu sais, dans une tempête de neige comme celle-ci. Aucune ambulance ne peut circuler sur nos routes, ajoute-t-elle, en livrant son dernier argument. Oui, je sais, soupire Samuel en se frottant les yeux. Dites-moi ce qui est arrivé à votre vieille dame. Saisissant l'occasion avant que Samuel ne puisse changer d'avis, Carla s'empresse de lui donner les détails. Tenez, je l'ai écrit pour vous. Prenez la rue principale, tournez à droite au magasin et allez jusqu'au bout. C'est la dernière maison avec le portail vert. Oui, mon chalet n'est pas loin, répond Samuel. L'infirmière répondit joyeusement, puis demanda, dois-je vous attendre? Le médecin secoue la tête. Rentrez chez vous, Carla. Ta journée de travail est terminée depuis longtemps. Je resterai dans ma maison de vacances après le patient et je viendrai ici demain matin. Ils se dirent au revoir et Samuel se rendit à la voiture. Il espérait que la vieille voiture démarrait malgré le gel. Et la voiture grogna, tout ça, mais démarra. Et la tempête de neige rendait la conduite difficile, surtout avec les quelques lampadaires qui n'éclairaient que très peu. En passant devant le magasin et en tournant à droite, Samuel croit apercevoir une silhouette sur la route. En y regardant de plus près, il s'agit d'une femme. Elle se balançait légèrement et tenait un gros paquet sur sa poitrine, probablement un enfant. Samuel ralentit. Et elle appelle à travers la vitre baissée, et « Tu as besoin d'un chauffeur? Tu veux qu'on te dépose ?» La femme semble effrayée, mais elle se calme en voyant Samuel. En s'approchant de la voiture, Samuel remarque qu'elle a le nez et les mains blancs à cause du froid, dépassant des manches d'un manteau fin et hors saison. Vous avez besoin d'aide, demande d'acheter il. Et la femme le regarde avec de grands yeux noirs et acquiesce soudainement. Samuel frémit. Pourquoi s'était-il arrêté? Il s'agissait peut-être d'une habitante qui rentrait chez elle. Maintenant qu'il savait qu'elle avait des ennuis. Il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Et elle fouilla dans la poche de sa veste, en sortit un trousseau de clés et en détacha une. Faites le tour de cette maison. Il y a un bosquet derrière. Il n'est pas très grand. Vous le dépasserez en 5 minutes. Après, il y a un campement. Et il vous faut la deuxième maison. Elle est décorée de sculptures en bois et a un toit bleu. Ne te méprends pas. Voici la clé. Je finirai bientôt mon travail et je vous rejoindrai, d'accord? La femme acquiesça, des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle tint un enfant enveloppé d'une main et accepta la clé de l'autre. Elle tituba légèrement,
mais marcha avec assurance dans la direction indiquée. Suis-je bête? Marmonna Samuel pour lui-même. Il soupire et se précipite vers sa patiente. Il passe une demi-heure avec Madame Wells. La vieille dame va bien. Je savais que c'était le blizzard, soupire la patiente. Chaque fois que le temps change, ça commence. Cela arrive, répond le médecin. Avez-vous pris vos pilules ces derniers jours? La femme âgée soupire de culpabilité. J'oublie parfois. J'y vois. J'ai tout noté pour vous. J'ai laissé un gros mot sur le réfrigérateur. Vous ne pouvez pas la manquer. Merci, docteur M. s'écria-dit, remercie la dame âgée. Que Dieu vous bénisse en vous donnant une bonne santé, une bonne épouse et beaucoup d'enfants. Le médecin fronce le nez, mais ne commente pas son souhait. Votre tension artérielle est normale et votre pouls est bon. Mais si quelque chose arrive, appelez-moi. Merci, Madame Wells, dit le médecin. Je vais aller me coucher maintenant, et demain matin je serai rétabli. Ils se dirent au revoir. Samuel s'arrête au magasin sur le chemin du chalet. La tempête de neige s'intensifie et la visibilité est presque nulle. Il faut que j'allume la cheminée immédiatement, pensa Samuel en s'approchant de la maison. Il vit la lumière s'allumer aux fenêtres. Il regarda à l'intérieur et vit sa nouvelle connaissance près de la bibliothèque. Elle semblait cacher un paquet dans les étagères. Intéressant. L'homme pensa et se dirigea vers la porte, piétinant bruyamment et l'ouvrant lentement. Et la première chose qu'il sentit dans la maison fut la chaleur. Sa nouvelle connaissance avait réussi à allumer la cheminée. Elle avait également fait chauffer la bouilloire. C'est très pratique, dit Samuel en posant un sac de provisions sur la table. Je lui ai apporté de la nourriture, et comme je ne suis pas venu ici depuis longtemps, il n'y a probablement plus rien à manger. La femme ne lui répond pas. Elle pouvait maintenant mieux la voir. Elle ressemblait plutôt à une jeune fille de 18 ou 20 ans. Elle avait un visage utile et fin, une peau sombre, de grands yeux noirs et des cheveux assortis, tressés en une épaisse natte qui lui arrivait à la taille. Mais son visage était mûr et triste, suggérant un chagrin récent. Elle suspendit son mince manteau sur une chaise qu'elle avait placée près du poêle. Elle porte maintenant une longue jupe de laine grise qui lui arrive à la mi-jambe et un chemisier noir très léger. Elle plaça ses bottes près du poêle et Samuel pensa qu'elle n'était pas non plus adaptée à l'hiver, tout comme le manteau. Lorsqu'il entra, la jeune fille se précipita immédiatement vers l'enfant qui était assis sur la chaise et le prit dans ses bras. Il semblait s'agir d'une fille. Des cheveux blonds, des yeux sombres, comme les filles. Elle devait avoir entre 4 et 5 ans. Tu t'es réchauffée, demande le médecin. La fillette acquiesce. Samuel soupire. Apparemment. Elle n'était pas très encline à parler. Je vais nous préparer le dîner, dit Dachille. Je pense que cela prendra 1 heure. Vous pouvez vous reposer pour l'instant. Venez avec moi, je vais vous montrer où. Il les conduisit au fond de la maison, où derrière une mince cloison se trouvait un grand lit. Vous pouvez vous allonger ici pour l'instant, ajouta Samuel en sortant une épaisse couverture en duvet. Et la maison n'est pas encore complètement réchauffée, tu auras besoin de la couverture. La jeune fille déposa soigneusement la petite fille sur le lit, prit la couverture des mains du médecin, s'allongea à côté de l'enfant, les couvrit tous les deux et regarda Samuel avec reconnaissance. Je t'appellerai quand tout sera prêt, dit-il, et il partit en refermant discrètement la porte. Samuel, tu aimes bien chercher les ennuis, se dit-il en mettant une casserole d'eau dans une poêle à frire avec de l'huile sur la cuisinière. A eu lieu de vivre ta propre vie, tu cherches délibérément d'autres malades pour te concentrer sur eux. Samuel fait bouillir des pâtes, du poulet frit, du pain coupé, de la saucisse et du fromage. Il sort le lait et les biscuits du sac. En une demi-heure, tout est prêt. Il se rend dans la chambre et ouvre la porte en essayant de ne pas faire de bruit. La jeune fille ouvrit immédiatement les yeux. « Désolé, je ne voulais pas te réveiller, dit-il. Tu viens dîner ?» La jeune fille acquiesça et se leva, réveillant doucement l'enfant. La petite fille s'étira en dormant, mais se leva docilement et partit.
Elle semblait avoir peur de s'éloigner de sa compagne, ne serait-ce que d'un pas, et s'accrochait à elle de tout son corps. Tous trois mangèrent avec avidité et précipitation. Samuel lui-même n'avait eu que le temps de boire du thé tôt le matin et il était affamé. Et ses nouvelles connaissances, semblait-il, n'avaient pas mangé depuis longtemps non plus. Finalement. Ils burent tous une deuxième tasse de thé et s'adossèrent à leur chaise. Peut-être devrions-nous parler maintenant, suggéra poliment Samuel. Il semble que ce soit le moment. La jeune fille sourit faiblement. D'accord, dit-elle très doucement. Je peux parler un peu. Elle fit un geste vers sa gorge. Tu as mal, demanda Samuel. Je suis médecin et je peux l'examiner. La jeune fille secoua la tête. D'accord, je n'insiste pas. Pouvez-vous me dire votre nom? L'invité réfléchit quelques secondes puis répondit, Betty, je suis ravie de te rencontrer et je m'appelle Samuel. Et cette belle petite créature, Sophie. La petite fille, en entendant son nom, s'est soudain accrochée à Betty et la regardait d'un air interrogateur. Elle lui caresse doucement ses cheveux blonds et bouclés. D'accord, dit l'homme. Je comprends que nous ne parlerons pas aujourd'hui. On va se coucher? Oui, dit Betty à voix basse. Samuel acquiesça et ajouta, je partirai tôt au travail demain. C'est un hôpital dans une ville voisine, pas très loin d'ici. J'essaierai de rentrer tôt. Tu resteras ici, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas? Demanda Betty en le regardant d'un air suppliant. Non. La jeune fille acquiesce. Je vous remercie. Le matin, Samuel arrive presque en retard au travail. La voiture de service a gelé pendant la nuit et ne veut pas démarrer. Normalement, Samuel prend le bus pour se rendre au travail depuis son appartement en ville. Il utilise rarement sa propre voiture, qui est garée dans le garage. Cependant, il pourrait être plus pratique de l'utiliser ce week-end si, par exemple, Betty et sa fille avaient besoin d'être emmenées. Pourquoi est-ce que je les considère déjà comme si elles allaient rester avec moi pendant une longue période? Peut-être que je rentrerai à la maison ce soir et qu'elles seront parties, comme si tout était au chalet, pensa Samuel. À la clinique. Samuel constate qu'une petite file d'attente s'est formée dans son bureau. Il se change rapidement et entre dans le bureau. Bonjour, Dr MC Crédit. Carla le salue joyeusement. Comment ça s'est passé hier? Bien, j'ai laissé Madame Wells avec une tension artérielle de 120/80. C'est très bien. Puis-je inviter les premiers patients? Oui, je suis prêt. Le blizzard faisait toujours rage. Il neigeait si fort qu'on ne voyait par la fenêtre que des filets de neige. Le gel augmentait également, si bien qu'il y avait peu de patients, 4 personnes souffrant de gelure mineure, une autre qui avait glissé sur une flaque d'eau gelée et s'était foulé la cheville, et une personne souffrant de bronchite. C'est tout? Demande le docteur MC Crédit à Carla. Ce n'est pas assez pour vous? S'étonne la jeune fille. Non, Dieu nous en préserve, s'exclame l'homme, je suis juste surpris. Qui voudrait marcher dans une telle tempête? En temps normal, se rendre à la clinique, faire la queue, bavarder avec des amis, discuter de leurs maux et obtenir une ordonnance, c'est un peu comme un divertissement. Aujourd'hui, seuls ceux qui en ont vraiment besoin viennent. Oh, Carla. Le médecin dit, je travaille avec vous depuis tant d'années. Je n'ai jamais cessé d'être étonné par votre sagesse. L'infirmière sourit. En effet, Samuel travaillait ici depuis environ 7 ans. C'est un échec familial qui l'a conduit dans cet hôpital d'une ville reculée. Tout avait commencé lors de sa première année de médecine, où il avait rencontré sa future femme. Vanessa était belle, intelligente, brillante et drôle. Samuel était tout le contraire d'elle. Il était beau aussi, mais sa modestie naturelle faisait qu'on ne le remarquait presque pas, d'autant qu'il consacrait tout son temps libre à ses études. Quant à Vanessa, elle réussit à être partout à la fois. Elle excellait dans ses études. Suivait des cours supplémentaires de biologie et d'anatomie et trouvait encore le temps de se produire au concert de l'université.
C'était une chanteuse talentueuse et une organisatrice d'événements gracieuse. Vanessa était amicale avec tout le monde, y compris Samuel, mais il ne se distinguait pas plus que les autres garçons à ses yeux. À eu cours de leur 3e année, Samuel et Vanessa sont enfin devenus amis. Ils ont été affectés au même service pour leur stage d'été, et Vanessa a fini par remarquer Samuel. Le dernier jour de leur stage, elle lui a proposé de sortir avec elle. Tu es sérieux ? Demande Samuel. Tu ne m'aimes pas ? Le jeune homme rougit. Je t'aime bien depuis longtemps. Avoua-t-il. Son visage était radieux. Puis il s'est apaisé. 3 mois plus tard, ils emménagent ensemble. C'est la meilleure période de la vie de Samuel. Vanessa et lui sont inséparables à l'université et à la maison. Ils étudient ensemble pour les tests, les colloques et les examens. Un jour, Vanessa lui a demandé « Où veux-tu faire ton stage ?» « Je ne suis pas sûre, probablement en thérapie. » « Et toi ?» « Je suis partagée entre l'endocrinologie et la neurologie. Je veux devenir le meilleur spécialiste dans mon domaine. Je rêve de travailler dans une clinique privée, de donner des consultations personnelles et des conférences. Et vous ? En fait, je veux être médecin généraliste. Vanessa a souri. Je t'ai toujours vu comme un altruiste. N'oublie pas que le vrai travail n'est pas aussi doux et coloré qu'il en a l'air. Après avoir obtenu leur diplôme, ils se sont mariés et se sont tous deux inscrits à des programmes d'internat. Après mûre réflexion, Vanessa a choisi l'endocrinologie. Tandis que Samuel suit une thérapie générale et commence à travailler dans une clinique publique, la vie semble idéale pour le jeune médecin. Il aime son travail et sa femme. Au travail, il est respecté et on lui propose de rester avec eux. Après l'internat. Et dans quelques années pour obtenir le poste de chef de service, Samuel était prêt à accepter, mais Vanessa s'est opposée à cette décision. Ce n'est qu'une clinique publique ordinaire, objecte-t-elle. Et alors, je peux y progresser rapidement dans ma carrière. Samuel, Vanessa s'approche doucement de lui en lui entourant le cou de ses bras. Ce n'est pas ce dont nous avions rêvé. Tu es si intelligent et si talentueux. Tu ne devrais pas passer ta vie dans un hôpital minable. C'est pour cela que tu as passé toutes ces années à étudier, Vanessa, nous voulons tous les deux aider les gens. Quelle importance à l'endroit où nous le faisons ? Il y a une grande différence, Samuel. Nous pouvons obtenir un emploi à l'hôpital central, avec nos caractéristiques et notre expérience. Comprenez, c'est important pour moi. Ils ont discuté longtemps et Samuel a fini par céder à sa femme. Travailler dans la plus grande clinique de la ville était bien, mais un peu ennuyeux. Il y a beaucoup de médecins, et le jeune médecin ne se voit pas confier des patients complexes. Samuel avait l'impression de ne pas s'y épanouir, mais Vanessa y était dans son élément et s'est rapidement et facilement liée d'amitié avec la moitié de l'hôpital. Samuel a vu que Vanessa était comme un poisson dans l'eau et il était prêt à endurer pour elle. Ils ont donc travaillé pendant un certain temps, jusqu'au jour où Samuel est sorti accidentellement pour boire un café. Ce jour-là, il a eu beaucoup de travail et de devoirs. Avec le nombre de patients et la paperasse à remplir, il avait la tête qui tournait. Il s'appuie sur sa chaise et se frotte le nez. « Tu es de service aujourd'hui ?» lui demande Paul, son collègue le plus ancien, d'un air compatissant. « Oui », répond Samuel. Il reste 1 heure avant la relève. « Ça ne sert à rien de rentrer chez moi, alors je vais rester ici et remplir les dossiers médicaux. » Écoute un médecin plus expérimenté, Samuel. Paul, qui n'a que 33 ans, lui dit en souriant, « Va te promener ? Respire de l'air frais, prends un café, mange bien. Consacrez 7 heures à vous-même, et les dossiers médicaux n'iront nulle part pendant 7 heures. » Samuel sourit mais décida de suivre le conseil de son collègue. Il se change et quitte l'hôpital de bonne humeur. Et elle se rendit au café le plus proche, prit une énorme tasse de café, un double hamburger et revint à pied. Il a traversé la rue et a soudain vu Vanessa dans une voiture garée. Dans l'instant qui suivit, il réalisa que le chef de service de Vanessa se trouvait sur le siège du conducteur et qu'ils étaient en train de s'embrasser.
Vanessa ne l'avait jamais embrassé avec autant de passion et de chaleur. Elle était généralement contre le fait de montrer ses sentiments dans les lieux publics. Mais ici, Samuel ne se souvenait même pas comment il était revenu à l'hôpital. Le café et le hamburger n'ont pas été touchés. C'était une bonne chose que le service se soit déroulé sans encombre, car il n'était pas en mesure de se concentrer sur son travail. Le lendemain, il a présenté sa démission. Le soir, il a parlé à sa femme. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas fait de scène. Et elle a parlé calmement et clairement. Samuel, ce n'est pas ce que tu crois, s'écria Vanessa. Vanessa, ça suffit, dit-il d'un ton fatigué. Je t'aime, pas lui, dit-elle. J'ai juste besoin de faire mon chemin. Sais-tu à quel point c'est difficile sans les bonnes relations? Tu peux faire tout ce que tu penses nécessaire, dit Samuel, mais sans moi. Après cela, Samuel a trouvé un emploi dans un hôpital de Saul. Dans une ville isolée près de laquelle il a passé son enfance. La direction de l'hôpital était tout simplement heureuse et n'arrivait pas à croire qu'un médecin compétent voulait travailler pour eux. Il n'y avait pas de candidat pour le poste de thérapeute et il y avait beaucoup de travail. Samuel en est cependant satisfait. Il se plonge dans le travail et n'a pas l'intention de retourner à sa vie d'avant. Samuel a terminé son travail et se dirige vers son chalet d'été. Il s'est seulement arrêté à nouveau au magasin, malgré le sentiment qu'il n'y avait peut-être personne au chalet. Néanmoins, il décida que des provisions ne feraient pas de mal. Cependant, il y avait des lumières allumées aux fenêtres et de la fumée s'échappait de la cheminée. C'était une maison où Samuel avait vécu avec ses parents et son frère aîné pendant leur enfance. Mais c'était il y a bien longtemps. Je suis là, annonce l'homme en ouvrant la porte. L'intérieur est chaud et propre. Les sols étaient lavés, la poussière était essuyée et il régnait une agréable odeur de nourriture. Bonjour, dit doucement Betty en souriant timidement. Samuel remarqua qu'elle portait sa vieille chemise et son vieux pantalon, qui était beaucoup trop grand pour elle et qui pendait mollement. Et la petite Sophie était assise par terre près de la cheminée et jouait avec un pot. Elle est enveloppée dans une grande serviette. Je suis désolée, dit timidement Betty en serrant l'ourlet de sa chemise. J'ai lavé mes vêtements. C'est très bien, et ça ne me dérange pas que tu utilises les vêtements. Ils sont tous pour le cottage de toute façon, a répondu Samuel. Et la jeune fille acquiesça puis fit un geste vers la table. On dîne, demande Samuel. J'en serais ravi. Laissez-moi juste me laver les mains, répondit Betty. Il posa les sacs sur la table et se rendit à la salle de bain. Lorsqu'il revint, les sacs avaient été déballés et les assiettes étaient posées sur la table. C'est délicieux. Commenta Samuel après avoir mangé. Je n'aurais jamais cru qu'un tel chef-d'œuvre pouvait être réalisé à partir d'ingrédients aussi simples. Tu as vraiment du talent. Merci, dit Betty en souriant faiblement. J'ai mangé, déclare la petite Sophie en regardant Betty. Des dessins animés, demanda-t-elle, et la petite fille répondit par un hochement de tête. Betty la prit dans ses bras et l'emmena dans la pièce, où l'on entendit bientôt le son d'un programme pour enfants. Samuel débarrasse la table, place la vaisselle dans l'évier et commence à la laver. J'aurais fait ça moi-même, entendit-il derrière lui. J'aurais dû vous remercier d'une manière ou d'une autre pour ce merveilleux dîner. Il y a 2 ans, je ne savais même pas faire des œufs brouillés, dit-elle doucement. Samuel regarda en silence la jeune fille triste et attendit qu'elle commence enfin son histoire. Betty descendit rapidement l'escalier de marbre, ignorant les cris de son père. Si j'entends encore une fois parler de tes frasques, tu pourras oublier. Ce qu'elle était censée oublier, elle ne l'entendit pas. Elle claqua la porte si fort que la collection de cristaux de sa mère, posée sur la cheminée, dut s'éparpiller. Monter. Elle entendit la voix forte et joyeuse de son amie Gloria dans sa voiture rouge flambant neuve. Waouh, dit Betty, admirative, en bouclant sa ceinture de sécurité. Qui t'a offert ça, mon père? Qui d'autre? Pour ne pas avoir parlé à ma mère de sa nouvelle maîtresse, sourit Gloria, éblouie. Tu as de la chance. Cela fait 2 mois que j'essaie de convaincre ma mère d'acheter une nouvelle voiture, mais elle pense que ma Mercedes est très bien parce qu'ils l'ont achetée il y a moins d'1 an. Eh bien, il semble que je ne verrai pas de nouvelle voiture avant longtemps. Après hier,
soupire Betty. Gloria demande avec sympathie, où allons-nous maintenant? Allons manger quelque chose. Tu me raconteras ce qui s'est passé. Une demi-heure plus tard. Gloria se gare devant un restaurant chic. Et le stationnement est interdit ici. Un passant lui crie dessus. Gloria fait un geste obscène et dit avec un sourire arrogant, les clients VIP peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À l'intérieur du restaurant, on les conduisit immédiatement à la meilleure table. Raconte-moi la journée d'hier, dit Gloria pendant qu'elle commandait. Betty soupira. Rien d'exceptionnel. J'ai juste organisé une petite fête et les choses ont un peu dégénéré. Un peu, demanda Gloria. C'est vrai, répondit Betty. Les voisins ont été trop méchants et ont appelé la police. Lorsque la facture est arrivée, Betty a essayé de payer avec sa carte, mais le paiement a échoué. Après une nouvelle tentative infructueuse, Gloria a proposé de payer avec la sienne. Une fois la serveuse partie, elle a demandé avec sympathie, apparemment, ils ont bloqué vos cartes. Et ne vous inquiétez pas, mes parents l'ont fait plusieurs fois, mais cela n'a pas duré longtemps. C'est la première fois. D'habitude, ma mère calme mon père et le dissuade de prendre des mesures aussi radicales. Répond Betty avec dépit. Gloria rit. Tout le monde a une première fois quand ses parents bloquent sa carte. Je suis sûre qu'ils changeront rapidement d'avis, mais au cas où, la prochaine fois, prenez de l'argent liquide et gardez-le à la maison comme réserve inviolable. Après avoir visité le restaurant, les amis se sont rendus chez Gloria. Elles se sont détendues, ont bu du champagne et ont commencé à discuter des projets pour la soirée. Gloria propose de rester à la maison, de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo. Betty, elle, tient absolument à sortir. Cette journée a été suffisamment longue et difficile. J'ai besoin de sortir. Allons dans un club où nous ne sommes jamais allés. Gloria a contacté quelques connaissances et l'une d'entre elles a finalement suggéré un endroit intéressant. Où se trouve cet endroit? À quoi ressemble-t-il? Êtes-vous sûr de vous? Gloria interroge sa connaissance sur la boîte de nuit. Une fois l'appel terminé, elle se tourne vers Betty. C'est Ben qui a recommandé cet endroit. C'est un peu loin, un peu glauque et sombre, mais intéressant à sa manière. C'est précisément ce dont j'ai besoin ce soir. Betty dit résolument, préparons-nous. Le club se trouvait dans un demi-sous-sol et n'était pas facile à trouver. Es-tu sûr que nous sommes au bon endroit? Demanda Betty. C'est l'adresse que Ben m'a donnée. Regarde, il y a un panneau. Répondit Gloria en montrant l'entrée. L'intérieur du club est minimaliste, avec de faibles néons. Au début, Gloria et Betty se sentent mal à l'aise. Puis Gloria a reconnu deux hommes qui ont rejoint leur table. Après quelques cocktails, Betty s'est détendue et a ri aux blagues des deux hommes. Elle a reçu plusieurs appels de ses parents, mais a choisi de les ignorer. Ses tentatives pour utiliser sa carte bloquée ayant échoué, sa frustration à l'égard de ses parents s'est intensifiée. Elle finit par remarquer qu'elle a de plus en plus de vertige et décide de sortir. L'air frais du soir offrait un contraste rafraîchissant. S'éloignant de quelques pas du club, elle choisit de faire une courte promenade. Elle n'avait pas l'intention d'aller bien loin, juste de faire le tour du club. Elle était à une dizaine de mètres de l'entrée du club lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Supposant qu'il s'agissait de Gloria ou d'un des gars qui la rattrapait, elle s'est retournée, mais elle n'a pas eu le temps de réagir. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle avait déjà eu des trous de mémoire auparavant, mais cette fois-ci, elle se souvenait de tout. La dispute avec ses parents, le club, la sortie pour prendre l'air. Lorsque ses yeux s'adaptèrent à la faible lumière, elle se rendit compte qu'elle était allongée sur un lit étroit et fragile qui s'enfonçait inconfortablement dans son corps. Une mince couverture à l'odeur de moisi la recouvrait. Tout près d'elle, elle pouvait distinguer une vieille table en bois sur laquelle se trouvait une chaise. Et elle n'y avait aucune fenêtre en vue. Que s'est-il passé? Comment s'est-elle retrouvée ici, cria Betty. Il y a quelqu'un? Elle tenta de se redresser, mais elle se sentit étourdie et nauséeuse,
et l'arrière de sa tête lui faisait mal. En se touchant la tête, elle trouva quelque chose d'humide et de collant dans ses cheveux. Soudain, des palos résonnèrent au loin. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, révélant un homme imposant sur le seuil. Bonjour, dit Betty, le cœur serré d'inquiétude. Comment ai-je atterri ici? L'homme l'examine. Changez de vêtements, ordonna-t-il en jetant quelque chose sur le lit. Il ferma ensuite la porte et Betty entendit le déclic de la serrure. Elle regarda la vieille robe délavée qu'il avait jetée. Elle était si chaude que même la femme de ménage qui nettoyait la maison de ses parents ne la porterait pas. Betty jeta fermement la vieille robe de côté et frappa à la porte. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et l'homme réapparut. Pourquoi n'as-tu pas changé de vêtements? Qui êtes-vous? Laissez-moi sortir d'ici. Vous savez qui est mon père? Il ricana, tu n'as pas encore l'air de comprendre quoi que ce soit. C'est dommage. Je pensais que tu étais une fille intelligente. Betty ne résiste pas longtemps. Elle a compris que si elle voulait survivre, elle devait obéir. Bien sûr, les premiers jours, son esprit ne voulait pas accepter ce qui lui était arrivé. Cela lui paraissait impossible. Comment pouvait-elle être ici, elle qui venait d'une famille riche et dont les souhaits étaient exaucés instantanément? Elle ne comprenait pas comment personne n'avait remarqué son absence ni pourquoi aucun secours n'était venu. Une fois le choc initial passé, Betty se rendit compte de la gravité du danger qui la menaçait. Elle a essayé de savoir ce que voulait son ravisseur, de l'argent, si ses parents étaient prêts à payer n'importe quelle somme. Elle a hurlé en frappant à la porte, mais l'homme s'en est moqué. Betty a compris que ce n'était pas de l'argent qu'il voulait. Après cela, elle a eu encore plus peur. Cependant, il ne lui a rien fait au début. L'homme semblait apprécier sa peur et la seule chose qu'il voulait, c'était qu'elle obéisse. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce n'est que lorsque l'homme s'est rendu compte que la jeune fille était brisée qu'il l'a laissée sortir de la pièce où il la retenait. C'est à ce moment-là que Betty a commencé à réaliser où elle se trouvait. Elle se trouvait dans une grande et vieille maison en bois. Les fenêtres étaient condamnées et laissaient passer peu de lumière et les lumières étaient toujours allumées. Et il y avait une autre personne dans la maison en plus d'elle et de son ravisseur, une petite fille sale et effrayée d'environ 3 ou 4 ans, vêtue de vêtements en lambeaux. Betty voulait s'enquérir de l'enfant, mais elle avait peur de poser trop de questions. Elle jeta un coup d'œil à l'homme, essayant de voir si la fillette lui ressemblait. Les traits de son visage semblaient flous, indéterminés. Son visage bouffi et rude était marqué par de vieilles cicatrices d'acné. Sa peau avait une étrange teinte jaune bleuté. Et elle avait des cernes sous les yeux, une barbe hirsute et des yeux sombres. À eu début, l'homme la laissait quitter sa chambre au sous-sol pendant 1 heure, puis 2. Puis, à l'improviste, il a commencé à la laisser dans la maison toute la journée. Betty ne comprenait pas pourquoi. Elle était également confuse à propos de beaucoup d'autres choses. Pourquoi lui était-elle nécessaire? La plupart du temps, il la gardait au sous-sol, ne lui parlait pas et ignorait ses questions. S'il s'agissait d'une rançon, elle supposait que ses parents l'auraient déjà payé. Nettoyer et préparer un repas. C'est ce qu'il lui avait ordonné la première fois qu'il l'avait laissée seule dans la maison pendant toute une journée. Naturellement, la première chose que Betty fit fut d'inspecter son environnement. Mais il était impossible de s'échapper. Toutes les fenêtres étaient hermétiquement fermées de l'extérieur et la lourde porte était verrouillée de l'extérieur. L'absence de bruit de voiture ou de voix humaine a conduit Betty à penser que la maison se trouvait soit dans la forêt, soit dans un village abandonné. Se rendant compte qu'il lui était impossible de s'échapper, Betty a commencé à élaborer une stratégie pour attaquer l'homme. La seule arme qu'elle a trouvée était un couteau court et émoussé, probablement utilisé pour cuisiner. Il n'y avait pas d'autres objets tranchants ou lourds dans la maison. D'une manière générale, l'ameublement était peu abondant. Et elle semble que le capitaine ait dû avoir d'autres endroits où vivre, ou qu'il ait été très peu prétentieux. Il y avait une cuisine avec une vieille cuisinière et un vieux réfrigérateur qui cliquetait, ainsi qu'une pièce où l'homme avait dû dormir. Et elle n'y avait qu'un lit bas en bois. Êtes-vous, où dormez-vous? Demanda Betty à la jeune fille qui la suivait comme une ombre. Bien qu'agacée,
Betty se sentait un peu à l'aise avec la présence de quelqu'un d'autre. La jeune fille avait l'air effrayée mais ne disait rien. Cool, conclut Betty. Tu es aussi une déficiente mentale. Et ne trouvant aucun outil utile pour s'échapper, Betty retourna à la cuisine. Devait-elle faire la cuisine et le ménage? Betty n'avait jamais accompli de telles tâches. L'idée de ce qui pourrait arriver si elle ne s'exécutait pas la fait frémir. Mais comment pourrait-elle s'acquitter de ces tâches sans aucune expérience? Betty essaie de se rappeler ce que fait la femme de ménage. Mais il n'y avait pas de lave-vaisselle, pas d'aspirateur, pas même de machine à laver. Heureusement, il y avait une baignoire, un lavabo et des toilettes. Après une brève recherche, Betty trouva un balai, un seau et un chiffon. Elle balaya la poussière et passa la serpillière. Pendant ce temps, la petite fille l'observe, se rapprochant peu à peu d'elle. Peux-tu parler? Lui demande Betty, mais l'enfant ne fait que reculer, comme si elle s'attendait à être frappée. Betty soupire. D'accord, on va se débrouiller. Qu'est-ce qu'il te donne à manger d'habitude? La fillette s'élança vers la cuisine et quelque chose grinça. Betty la suit et voit la petite fille sortir un sac de pommes de terre d'un placard inférieur. Attention, dit Betty. Tu pourrais te blesser. L'enfant recula d'un bond, effrayé, et Betty regretta instantanément son ton sévère. Que vais-je faire d'elle? Se demanda Betty à voix haute. Et la fillette, apparemment sans se décourager, sortit une grande casserole. Apparemment, il faut la faire bouillir. Betty comprend. Elle se coupa les doigts 2 fois en épluchant les pommes de terre lentement, maladroitement. Puis Betty mit la casserole sur le feu et la jeune fille lui tendit un pot. Oh, du sel, remarqua Betty. Dois-je l'ajouter maintenant? La jeune fille acquiesça. Eh bien, je suppose que je vais devoir te faire confiance. Betty sourit, tristement, en regardant Samuel, silencieux et pensif. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Au fil du temps, elle avait appris à cuisiner des repas décents à partir d'une gamme limitée d'ingrédients et à nettoyer avec un simple chiffon et de l'eau pour qu'il ne reste pas un grain de poussière. Tout cela grâce à l'expérience et aux difficultés. Le comportement de son ravisseur est imprévisible. Betty ne pouvait discerner aucun schéma dans ses arrivées et ses départs. Parfois, il disparaissait pendant une demi-heure. D'autres fois pendant 2 ou 3 jours. Dans ses bons jours, il faisait comme si Betty et Sophie n'existaient pas. Betty n'a appris le nom de la jeune fille qu'il y a un mois, lorsque le ravisseur l'a appelée pour une raison quelconque. Lorsqu'il était de bonne humeur, il mangeait, demandait à Betty de retourner à la cave, l'Y enfermait, puis s'endormait lui-même. Une fois, prenant son courage à 2 mains, Betty a demandé si Sophie pouvait venir avec moi. Il haussa simplement les épaules et, à partir de ce moment-là, Betty et les petites filles passèrent du temps ensemble dans la cave. À eu début, Betty hésitait à créer un lien avec l'enfant, car elle n'avait pas abandonné son espoir de s'échapper et ne voulait pas impliquer la petite fille dans son plan. Au fil du temps, elles sont devenues très proches et Betty a fini par admettre. Et si je m'échappe, je t'emmène avec moi. Plusieurs mois s'étaient écoulés et le camp confiant de Betty s'était transformé en un si presque désespéré. Elle avait envisagé des centaines de plans d'évasion, mais n'en avait encore trouvé aucun de réalisable. Parfois, Betty succombait au désespoir, envisageant de passer sa vie dans la vieille maison sombre aux fenêtres condamnées. Sophie était la seule chose qui la sauvait. Elle essayait constamment de penser à des choses divertissantes pour Sophie. Elle se remémore tous les contes de fées qu'elle a entendus de sa nounou pendant son enfance et les raconte à nouveau. Elle raconte également les intrigues de divers jeux vidéo et films. Finalement, elle a commencé à inventer ses propres histoires. La plupart de ces contes mettaient en scène des princesses enfermées dans des châteaux ou des donjons gardés par de redoutables trolls, qui finissaient par être sauvés par un roi courageux ou par réussir à s'échapper. Sophie écoutait ces histoires avec beaucoup d'attention, les yeux brillants. A eu cours de ces séances de contes. Betty elle-même commença à croire à leur possible évasion. Elle jouait à cache-cache et à d'autres jeux avec Sophie malgré le manque de cachette. Elles ont même inventé leur propre jeu. A eu fil du temps, Sophie a commencé à parler.
Betty se rendit compte que Sophie était très intelligente et que son silence était probablement dû à la peur. Betty ne voulait même pas penser à ce que la petite fille avait enduré ou comment elle s'était retrouvée dans leur situation actuelle. Chaque fois que le sujet était abordé, Sophie se repliait sur elle-même et il fallait beaucoup de temps pour l'en faire sortir. Il y avait aussi des jours où l'homme était de mauvaise humeur et cela se manifestait de différentes manières. Parfois, il allait dans sa chambre et commençait à parler à quelqu'un, parfois à voix haute, parfois à voix basse, parfois en suppliant, presque en pleurant, parfois en criant et en se disputant. Betty essayait de prendre Sophie et de se cacher dans la cave. Pendant ces moments. En général, l'homme ne les dérangeait pas, mais il lui arrivait de se déchaîner dans la maison comme un animal sauvage à leur recherche. En entendant ses pas s'approcher, le cœur de Betty battait la chamade. Elle se souvient qu'au cours d'un de ces épisodes, il l'a brutalement attrapée par le menton et a longuement fixé son visage, comme s'il essayait d'y trouver quelque chose. C'était terrifiant de le regarder, les yeux rouges et fous, le visage rougi par le sang, les cheveux ébouriffés. Pas toi, cria-t-il furieusement en repoussant Betty. Puis il sortit en courant de la cave et Betty et Sophie l'écoutèrent encore pendant plusieurs heures tandis qu'il discutait avec quelqu'un de façon inintelligible et qu'il balançait les meubles à droite et à gauche. Ces épisodes n'étaient pas fréquents, une fois par mois, mais ils étaient effrayants et donc imprévisibles. Par exemple, une fois qu'il est descendu au sous-sol alors que les filles étaient déjà endormies. Betty a entendu ses pas et le grincement de la porte qui se déverrouillait. Elle s'est crispée de peur, mais l'homme avançait prudemment comme s'il avait peur de les effrayer et Betty a décidé de faire semblant de dormir. L'homme s'approcha de leur lit et soudain, doucement, presque imperceptiblement, caressa la tête de Betty. Et elle murmurait quelque chose, mais il était impossible d'en distinguer le moindre mot. Betty avait l'impression que son cœur battant à tout rompre pouvait être entendu dans toute la pièce, mais elle s'obstinait à faire semblant de dormir. L'homme resta là encore quelques minutes, puis s'en alla, n'oubliant pas de fermer la porte à clé. Après de tels épisodes, il devenait plus léthargique et indifférent que d'habitude pendant plusieurs jours. Un jour, Betty décida d'essayer d'en tirer parti. Au petit déjeuner, elle s'adresse à l'homme. Nous avons besoin d'air frais, dit-elle, surtout la petite fille. Elle pourrait souffrir de rachitisme, c'est dangereux. L'homme la regarda d'un air fatigué mais ne dit rien. Après le petit déjeuner, il apporta 2 manteaux de quelque part et ceux de l'adulte et de ses enfants. Betty n'a pas demandé, elle a habillé Sophie et elle. Les vêtements étaient vieux mais propres. Et si l'une d'entre vous fait un bruit, dit l'homme. Son regard était plus éloquent que les mots. Nous comprenons, répondit Betty. La peur lui rendait la gorge sèche mais elle était heureuse car elles allaient sortir au soleil pour la première fois depuis plusieurs mois. L'homme déverrouilla la porte et fit signe à Betty d'avancer. Elle prit Sophie par la main et partit. Mais à la sortie, l'homme saisit la main de la petite fille et la tira à lui. Et elle a compris que je m'étais attachée à elle et que je ne m'enfuirais pas seule. Betty a compris. Cependant, elle réalisa immédiatement la futilité d'une telle idée. La maison était entourée d'une haute clôture en bois et le portail était fermé à clé. Supposons qu'il y ait un moyen de trouver un endroit approprié et d'escalader la clôture, même avec Sophie dans ses bras. Mais où aller ensuite? Betty écouta. Tout était calme. Pas de voiture, pas de gens, pas de chiens qui aboient, pas de coqs qui chantent, pas de vaches qui meuglent. À plusieurs endroits, au-delà de la clôture, on pouvait apercevoir des arbres. Betty décida de s'en souvenir au cas où personne ne vit dans le coin. L'homme dit soudain, juste nous. Betty se retourna. Il l'observait si attentivement, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Cela la mettait mal à l'aise. Même si vous criez à tue-tête, personne ne vous entendra. La zone habitée la plus proche est à 10 kilomètres. L'homme poursuivit, c'est bien ça? Il doit donc avoir une voiture pour s'y rendre, pensa Betty. Mais où se trouve-t-elle? Elle fit semblant de ne pas s'intéresser à cette question. Au lieu de cela, Betty sourit à Sophie et lui dit d'une voix un peu tremblante, « Cueillons de belles feuilles et à la maison, je te montrerai comment faire un herbier. » L'homme hésita, mais lâcha la main de la jeune fille,
qui ramassa joyeusement un bouquet de feuilles, apparemment d'un arbre qui poussait de l'autre côté de la clôture. Betty la suivit lentement, essayant de ne pas trahir qu'elle essayait de regarder autour d'elle. Le terrain était petit et il semblait qu'elle avait compris où se trouvait la voiture. Il y avait un vieux garage sur le terrain et ses portes étaient également fermées par un cadenas. C'est alors qu'une autre idée vint à Betty, un téléphone. L'homme doit en avoir un. Elle ne l'a jamais entendu téléphoner de chez lui. Le laisse-t-il dans la voiture ou le met-il en sourdine? Il faut que j'essaie de comprendre. Et où garde-t-il toutes ses clés? Dans ses vêtements, s'il oubliait de fermer la porte du sous-sol. Je pourrais essayer de récupérer les clés et m'enfuir avec Sophie. Mais qu'est-ce qu'il nous ferait? S'il se réveillait à ce moment-là? Betty n'osait même pas y penser. Sophie s'approcha d'elle et lui tendit une poignée de feuilles. Betty sourit. C'est assez pour aujourd'hui. L'homme cria, rentrons à la maison. Betty se sentait comme un chien que son maître avait sorti pour faire ses besoins. Et voilà qu'il la rappelle. Serrant les dents, elle prit doucement Sophie par la main et la conduisit à la maison. Betty arrêta son récit et montra sa gorge, très douloureuse à force de parler. Je peux examiner ta gorge, dit Samuel. Betty secoua la tête comme si elle avait peur de quelque chose. D'accord, j'irai en ville demain, je prendrai quelques médicaments pour me soulager. Merci de ne pas m'avoir demandé de tout dire en même temps et de m'avoir aidé, dit Samuel en haussant les épaules. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place, dit Betty à voix basse. Le bus du samedi matin pour la ville était presque vide, à l'exception du médecin. Il y avait quelques femmes âgées dans le bus. Pendant tout le trajet, Samuel essaie de comprendre ce qui lui arrive, pourquoi il est soudain devenu une nounou attentionnée pour deux filles inconnues. En ville, la première chose qu'il fait est de visiter son appartement. Bien sûr, tout était couvert de poussière, les fleurs étaient fanées, le lait dans le réfrigérateur avait tourné. Samuel a emballé quelques affaires personnelles, car il a décidé de vivre au cottage pendant un certain temps. Une fois rentré chez lui, Samuel se rendit au supermarché. Après y avoir acheté plusieurs sacs, il se rendit enfin au cottage. C'était agréable de voir la fumée familière s'échapper de la cheminée. Lorsque Samuel est entré dans la maison, la petite Sophie a sauté sur lui et lui a serré les jambes. Bonjour, dit Samuel affectueusement. Je t'ai manqué? La petite fille lève la tête. Le regarde avec de grands yeux sérieux et acquiesce. Elle avait peur que tu ne viennes pas, dit Betty. Elle se tenait près de la cuisinière et remuait quelque chose dans une casserole. Désolé d'être en retard, dit Samuel, j'avais beaucoup de courses à faire. Il posa les sacs sur la table et commença à les déballer. Ceci est pour Théo. Elle tendit l'un des sacs à Betty. Tu peux le mettre dans la chambre avec Sophie. Betty regarda à l'intérieur et haussa les sourcils de surprise. Des vêtements? Oui. J'espère que j'ai deviné les tailles. Il y a aussi des pastilles pour la gorge. Betty prit Sophie et la conduisit dans la chambre. Lorsque Samuel rangea toutes les courses, ils revinrent dans de nouvelles tenues. Merci, dit Betty. Merci, dit Sophie, qui s'approcha de lui et le serra à nouveau dans ses bras. Les filles n'ont rien dit d'autre, alors Samuel a hoché la tête et a demandé si nous allions dîner. Après le dîner, Betty fit la vaisselle et Samuel lui jeta un coup d'œil, s'étonnant. Son histoire pourrait-elle vraiment être vraie? Elle est si habile et si facile à vivre lorsqu'elle nettoie la table et fait la vaisselle. Elle n'a pas l'air malheureuse ou contrariée. Elle n'a rien d'une fille riche et gâtée. Les médicaments apportés par Samuel l'ont aidée. Betty avait déjà plus de facilité à parler. Au bout de quelques jours, elle pouvait parler plus longtemps. Leur vie s'est en quelque sorte apaisée. Peut-être était-ce son psychisme qui fonctionnait ainsi, ne laissant pas sortir deux émotions fortes. Mais Betty semblait se fondre tranquillement dans cette nouvelle vie. Le matin, elle se levait tôt, par habitude, formée depuis un an, préparait le petit déjeuner, même si Samuel lui disait chaque jour que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Mais Betty ne pouvait s'empêcher de le faire. Peut-être que c'était vraiment devenu une sorte de réflexe pour elle.
Le petit déjeuner était synonyme de sécurité, d'absence de punition. Ou peut-être voulait-elle simplement remercier la personne qui les avait sauvés. Puis le docteur partit au travail. Betty nettoya la table et s'assit pour lire un livre. Au bout de quelques heures, Sophie se réveilla. Betty la lava, lui donna à manger, puis elles firent quelque chose ensemble. Elle lisait des livres, regardait des dessins animés, préparait le déjeuner, nettoyait la maison. Le soir, Samuel revient. Presque tous les jours, il leur apportait quelque chose. De la nourriture, des jouets, des livres. Ne dépense pas trop, lui demanda un jour Betty. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent. Je n'ai personne d'autre pour le dépenser. Et Sophie est heureuse. C'était la vérité. La petite fille regardait les bonbons, le yaourt, la poupée ordinaire avec étonnement et ravissement. Betty comprenait que tout cela était merveilleux pour Sophie. Et la petite fille n'avait probablement vu que des crêpes et des biscuits dans sa vie. C'est tout ce que Betty a pu faire avec du lait, de la farine, des œufs et du sucre. Maintenant, Betty elle-même était heureuse, en regardant les produits ordinaires, la saucisse, le fromage, les céréales, les pommes. Et elle était surprise de réaliser qu'il y a un peu plus d'1 an, elle n'aurait même pas regardé l'un de ces produits. Comme tout a changé, un soir, Betty a poursuivi son histoire. Les mois passent et Betty a de moins en moins d'espoir de s'en sortir. De temps en temps, elle tombait dans un étrange état de désespoir et ne remarquait pas ce qui se passait autour d'elle. Seule la petite fille la ramenait à la raison. Betty se distrayait en jouant avec elle ou en lui racontant quelque chose, mais retombait ensuite dans l'indifférence. Pourquoi devrais-je vivre ? Pourquoi se battre s'il n'y a pas d'espoir de s'échapper, et si personne ne me cherche depuis longtemps ? Et si mes parents avaient décidé que ce n'était qu'une autre de mes frasques et que je m'étais enfuie de mon plein gré, les seules distractions de Betty et Sophie étaient les promenades au grand air. Mais l'homme les emmenait, pas tous les jours, et à des heures différentes. Parfois, il ne les laissait pas sortir de la maison pendant des semaines. Et parfois, elle sortait tous les matins pendant une semaine entière, mais seulement pour 15 minutes au maximum. Une fois, Betty s'est assise et a réfléchi à l'impact de leur mode de vie sur leur santé. Leur régime alimentaire se composait principalement de pommes de terre, de pâtes, de céréales, de pain et de choux. Pour la viande, ils mangeaient des saucisses bon marché, parfois des escalopes et du poulet. Betty a constaté que sa peau était devenue sèche et que ses cheveux tombaient constamment. Elle regarde ses ongles et sourit en pensant à ce que dirait sa mère ou Gloria si elle la voyait dans un tel état. Mais on ne peut pas faire une beauté avec un morceau de savon. Mais surtout, Betty a de la peine pour Sophie. Ce n'est qu'une enfant. Elle pense sans doute que le monde se résume à une vieille cage sombre et à quelques mètres d'herbe jusqu'à la clôture. Son corps est en train de se former. Ils auraient dû manger plus de légumes, de fruits et s'exposer au soleil plus souvent qu'une fois tous les 3 jours pendant 15 minutes. L'automne est bientôt arrivé. Il faisait froid dans la cave et Betty demanda à l'homme une autre couverture. Mais apparemment, il n'était pas de bonne humeur et ignora sa demande. Par conséquent, toutes les nuits, les filles dormaient côte à côte pour se réchauffer et parfois, Betty racontait des histoires à Sophie. Loin, très loin d'ici, commença Betty, il y a un pays magique. Le roi de ce pays avait 2 filles. Elles s'appelaient Princesse Rose et Princesse Lily. Elles étaient belles, interrompit Sophie. Très belles, dit Betty en caressant la tête de la petite fille. Les sœurs s'aimaient beaucoup et étaient heureuses dans le palais. Elles se promenaient dans le beau jardin. 8 fruits sucrés et savoureux se balançaient sur des balançoires et chevauchaient des licornes. Mais un jour, un méchant géant vit les filles. Il attendit que le roi et les gardes royaux soient distraits et vola les filles. Et il les a emmenées dans sa grotte. Pourquoi a-t-il fait cela ? Demande soudain Sophie. J'aimerais bien le savoir moi-même, dit Betty la pensée. Le géant voulait que les filles le divertissent avec leurs chants et leurs danses. Il les a enfermées dans un cachot humide, les a terriblement nourries et les a fait beaucoup travailler. Le géant pensait que les princesses oublieraient vite qui elles étaient vraiment et resteraient avec lui pour toujours.
Mais les filles se souvenaient de leur père, du château, du jardin magique et voulaient vraiment rentrer chez elles. Un jour, alors que le géant dormait, elles se faufilèrent jusqu'à lui et lui volèrent les clés. À ce moment-là, Sophie poussa un cri de joie et le cœur de Betty se serra. Elle avait raconté de nombreuses versions de ce conte de fées. Mais Sophie était ravie à chaque fois, comme si c'était la première. Les filles ouvrirent les portes et sortirent de la grotte en courant. Betty poursuivit. Le géant se réveilla, remarqua que les captives n'étaient plus là et se mit à les poursuivre. Et elle poursuivit les princesses pendant 3 jours et 3 nuits. Les filles coururent à travers le champ, escaladèrent la montagne et le géant les suivit. Ils traversèrent la forêt sombre et lugubre, mais le géant ne s'attarda pas alors que les jeunes filles étaient déjà épuisées. Le palais royal apparut devant elles. Le garde les vit. Se précipita et s'occupa du géant. Betty regarda Sophie et vit qu'elle dormait déjà. Elle serra Sophie contre elle et allait s'endormir à son tour quand son regard s'arrêta sur le radiateur. Il était rouillé et vieux et ne chauffait presque pas, mais Betty avait une idée de la façon dont il pourrait leur être utile. Un mois entier s'était écoulé depuis que Betty avait raconté à Sophie le conte sur les sœurs, les princesses et le géant. Il faisait déjà très froid dehors. Il ne sortait plus que pour quelques minutes. L'homme n'avait pas fourni de vêtements d'hiver, et il gelait dans les vêtements d'automne. Il a fini par leur donner une deuxième couverture, et la situation s'est un peu améliorée. Mais le plus beau, c'est que Betty avait enfin un plan d'évasion. Cela faisait plus d'1 an qu'elle était assise là, et pendant tout ce temps, elle n'arrivait à penser à rien. Et voilà qu'une seule idée lui vient à l'esprit, et à partir de là, les idées s'enchaînent les unes après les autres comme une chaîne. L'essentiel était que leur surveillant ne se doute de rien à l'avance. Betty s'est donc comportée à la perfection. Elle nettoyait méticuleusement, cuisinait du mieux qu'elle pouvait avec les produits dont elle disposait. Le malheur, c'est que l'homme ne les quittait plus aussi souvent et aussi longtemps qu'en été. Mais ce qui est bien, c'est que ses départs sont devenus réguliers. Et elle était à la maison pendant 2 jours, puis il repartait, ne revenant que dans l'après-midi ou le lendemain. Il a probablement trouvé un nouveau travail, pensa Betty. Et elle est peu probable qu'il travaille quelque part de façon permanente et à un bon poste, probablement en tant qu'agent de sécurité d'un entrepôt. Maintenant, tout pouvait être planifié correctement. Betty profita de chaque absence de l'homme pour élaborer son plan. Le jour J arriva enfin. L'homme revint fatigué. Les poches sous ses yeux étaient encore plus grandes que d'habitude et son visage était jaune pâle. « Donnez-moi à manger », dit l'homme avec colère. Betty essaya de servir la table aussi lentement que possible. Il lui a même crié dessus plusieurs fois. Betty tressaillit mais ne dit rien. Lorsqu'elle remarqua que Sophie tremblait, elle s'assit à côté d'elle et lui serra la main sous la table d'une manière rassurante. Et la petite fille s'est calmée. Il mange aussi lentement. L'homme avait déjà fini et Betty avait à peine réussi à manger une demi-dash portion. Et elle soupira, mais apparemment il n'avait plus d'énergie pour crier. Après que Betty eut fait la vaisselle, l'homme se leva de table. Les filles se dirigèrent docilement vers le sous-sol. Elles entrèrent à l'intérieur. Il s'apprêtait à fermer la porte quand soudain Betty s'écria « Oh, il y a de l'eau ici. » « Quelle eau ?» L'homme s'est mis en colère et a pénétré à l'intérieur. La jeune fille avait raison. Tout le sol était recouvert d'eau. Le lit était inondé. Même les 2 marches inférieures étaient submergées. Le kidnappeur poussa un juron et courut chercher des outils. Il lui fallut encore un peu de temps pour couper l'eau. Puis il trouva des bottes, descendit et vérifia le radiateur. Comment avait-il pu éclater? Quel vieux tas de ferraille rouillé! Il se tourna vers Betty. Apporte un seau. Nous devons récupérer l'eau. Betty s'exécuta et commença à transporter l'eau. Il était clair qu'il y avait beaucoup de travail ici jusqu'au matin. D'accord, vous finirez demain dans la journée. Dit l'homme au bout d'une demi-heure. Peut-être qu'il se videra tout seul pendant la nuit. Vous pouvez dormir dans la maison ce soir. Betty acquiesça sans lever les yeux pour que l'homme ne comprenne pas qu'elle avait visé juste. Et elle était difficile de casser le radiateur. Heureusement,
il était effectivement vieux et rouillé. Et après une longue recherche, Betty trouva un point faible. La couverture et l'oreiller n'avaient pas eu le temps d'être mouillés. Betty les prit et les posa sur un petit matelas sur lequel Sophie avait dormi auparavant. Il y avait peu de place. Le matelas était mince, mais Betty ne se souciait guère du confort aujourd'hui. Elle se retourna et serra Sophie contre elle. D'or, dit Betty. La jeune fille enfouit son visage dans son flanc et ferma docilement les yeux. Betty était sûre que l'homme vérifierait si elle dormait. C'est ce qui se produisit. Au bout d'une demi-heure, il regarda dans la chambre. Betty respirait calmement et régulièrement, comme Sophie, même si elle était sûre que la petite ne dormait pas non plus. L'homme retourna dans sa chambre. Pendant un certain temps encore, on entendit qu'il marmonnait quelque chose, marchant d'un coin à l'autre. Puis on entendit le grincement du lit et tout devint silencieux. Pour en avoir le cœur net, Betty attendit encore une heure. Elle se leva avec précaution. Sophie ouvrit immédiatement les yeux et la regarda. Betty mit son doigt sur ses lèvres. La jeune fille acquiesça. Quelle fille intelligente tu fais, pensa Betty. Elle quitta la chambre avec précaution. Heureusement qu'il y avait une ampoule allumée dans le couloir, très faible mais suffisante pour elle. Tout d'abord, Betty emporta leurs vêtements avec Sophie. Betty s'habilla d'abord, puis s'occupa de Sophie. La jeune fille resta silencieuse. Tu n'as pas peur ? Lui demanda doucement Betty. Je n'ai peur de rien avec toi, répondit la jeune fille. Betty acquiesça. Sentant les larmes lui monter aux yeux. Il faut que j'y arrive. Je ne peux pas laisser tomber Sophie. Elle laissa la jeune fille à la porte d'entrée et se glissa discrètement dans la chambre de l'homme. La lumière de l'ampoule du couloir y pénétrait à peine. Betty naviguait davantage dans sa mémoire. Elle avait découvert qu'il gardait les clés dans la poche de sa veste. Et la veste était accrochée à un clou au-dessus de son lit. Betty se figea et écouta. La respiration de l'homme était calme et régulière. Elle se pencha prudemment sur lui et tendit la main vers la veste. Elle couvrit les poches avec ses paumes et commença à les tâter. Il y avait quelque chose de lourd dans la poche droite. Lentement, en essayant d'éviter que les clés ne s'entrechoquent, Betty retira le lourd trousseau de clés. Elle quitta la pièce. Sophie se tenait toujours près de la porte. Betty commença à examiner le trousseau de clés. Dans la faible lumière de l'ampoule, elle se souvint que la clé utilisée par l'homme pour fermer la porte était jaune. Il n'y en avait qu'une seule comme celle-là. La porte s'ouvrit presque sans bruit. Betty fit sortir Sophie, puis se glissa elle-même à l'extérieur et referma la porte. Il n'était probablement pas très tard, mais il se couchait toujours tôt, surtout en hiver. La lune brillait déjà à travers les nuages. C'est bon signe, pensa Betty. Elle courut jusqu'à la porte. Ici, il fallait plus de temps pour trouver la bonne clé. Betty ouvrit le portail et se précipita dans le garage. Il semble que ce soit la 3e serrure qu'elle ait dû manipuler le plus longtemps. Finalement, le garage s'ouvrit à son tour. Nous y voilà, dit Betty. Elle attrapa Sophie, l'installa sur le siège avant et l'attacha. Elle s'apprêtait à monter derrière la jeune fille. Quand quelqu'un la saisit par les cheveux et l'a tirée en arrière, Betty a crié, « Vil misérable !» a crié l'homme. Tu veux encore me fuir ? Encore, pensa Betty, surprise. L'homme la tirait en arrière ? Serrant sa gorge avec ses doigts. Betty se défendit du mieux qu'elle put. Mais leur force n'était pas comparable. Elle entendait Sophie pleurer dans la voiture et réalisait avec horreur que si elle ne faisait rien maintenant, il n'aurait pas de seconde chance. L'homme la traîna dans la maison et la poussa vers le sous-sol. C'est là que tu vas dormir ce soir, a-t-il crié. L'homme a relâché son emprise pendant une seconde. Mais cela suffit à Betty. De toutes ses forces, elle l'a frappé à la tête avec un outil. Sans même se rendre compte d'où lui venait cette force, l'homme s'est effondré sur le sol et un filet de sang a coulé sur son front. Il ne s'est pas évanoui et Betty a compris qu'elle n'avait que quelques secondes devant elle. Elle se précipita hors de la maison et claqua la porte. Les mains tremblantes,
elle sortit les clés de la poche de son manteau et verrouilla la porte de l'extérieur. Elle se dit qu'il avait peut-être caché un double des clés dans la maison pour de telles occasions. Mais elle gagna encore un peu de temps. Elle courut jusqu'au garage, sauta sur le siège avant et serra Sophie en sanglots dans ses bras. Chut, mon rayon de soleil. Elle croassa, ne réalisant que maintenant à quel point l'homme lui avait serré la gorge. Betty n'avait plus la force de parler et se concentra sur la voiture. Elle réussit à la démarrer et sortit du garage. Elle n'avait pas conduit depuis plus d'1 an, mais maintenant ses mains semblaient se souvenir de ce qu'elle devait faire d'elle-même. Au-delà du portail, elle aperçut enfin d'autres maisons. Il semblait que l'homme ne leur avait pas menti. Il n'y avait aucune lumière nulle part, ce qui donnait l'impression que le village était mort. Il n'y avait qu'une seule route pour sortir du village et c'est celle qu'ils empruntaient. Betty avait peur de conduire vite, mais elle voulait partir le plus vite possible. La route était en terre battue, complètement recouverte de neige et la voiture ne cessait de rebondir sur des bosses invisibles. Et la tempête de neige devenait de plus en plus forte et Betty avait peur de s'écraser ou de sortir de la route. Eh bien, non, dit-elle à voix haute, s'adressant à Sophie ou à elle-même. On ne va pas mourir aussi bêtement. La route était absolument vide, pas une seule voiture, pas un seul panneau. À un moment donné, ils s'engagèrent sur une autoroute. Là, les lumières occasionnelles d'autres voitures commencèrent à clignoter. Betty a poussé un soupir de soulagement. Nous nous sommes échappés. Maintenant, il faut essayer de rejoindre la ville. Mais laquelle? Elle ne sait pas où ni à quelle distance du club elle a été emmenée. Peut-être était-elle à des milliers de kilomètres de chez elle. Tout à coup, quelque chose s'est détraqué sous le capot et la voiture s'est arrêtée. Betty a essayé à plusieurs reprises de la faire démarrer, mais en vain. Malheureusement, personne ne circulait sur l'autoroute à ce moment-là. Où sont-ils tous passés quand nous avions tant besoin d'eux? Où sont-ils tous allés quand nous avions tant besoin d'eux? Betty soupire. Elle descendit de voiture et regarda autour d'elle. Au loin, derrière la forêt, des lumières étaient visibles. On aurait dit qu'il y avait une colonie. Et elle n'y avait pas d'autres options. Betty sortit Sophie de la voiture, la prit dans ses bras et s'enfonça dans la forêt. Elle-même ne savait pas combien de temps elles avaient marché. Au début, il faisait froid, puis les mains et les pieds ne sentaient plus rien. Plusieurs fois, la jeune fille voulut abandonner. Elle s'imaginait s'allonger dans cette neige douce, chaude et duveteuse et être recouverte de son duvet blanc. Mais elle s'entêtait à bouger ses jambes et ne remarquait même pas à quel moment elle sortait de la forêt pour déboucher sur la rue. Et puis une voiture s'est arrêtée près d'eux. Et vous connaissez déjà la suite. Termina Betty avec un sourire triste. Samuel la regarde avec un mélange d'horreur et d'admiration. Pauvre fille. Il finit par dire, qu'est-ce que tu as vécu? Il resta longtemps sans rien dire, s'imaginant à leur place. Et elle aurait probablement abandonné depuis longtemps s'il avait été enfermé dans une cave ou s'il avait été pris pendant l'évasion ou s'il s'était enfoncé dans la forêt. Mais ce n'est pas le cas. Betty, dit Samuel, pourquoi ne m'as-tu pas encore demandé de contacter tes parents? Ils ne savent pas que tu es en vie. Les filles sourirent tristement. Ce n'est pas si simple, Samuel. Je ne suis pas sûre qu'ils veuillent me voir. Qu'est-ce que tu racontes, ce sont tes parents. Elle le regarde tristement avec ses grands yeux noirs. Nous avons eu une relation difficile. Je comprends qu'il soit difficile pour toi de le croire maintenant. Mais j'ai grandi dans une famille très riche. J'étais la seule enfant gâtée, qui ne connaissait pas le mot savoir. Je faisais tout ce que je voulais, même à l'école primaire. Je pouvais injurier les professeurs, faire des choses désagréables à mes camarades de classe. À 13 ans, j'ai volé la voiture de mon père et je l'ai accidentée. Et elle a payé une grosse somme pour étouffer l'affaire. À 14 ans, j'ai commencé à boire et à fumer. À 15 ans, j'allais en boîte et je sortais avec des garçons. Bien sûr, papa et maman ont essayé de me l'interdire. Nous nous disputions souvent. Parfois, ils m'enfermaient dans la chambre, m'enlevaient le téléphone. Mais finalement,
tout s'est passé comme je le voulais. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études d'une manière ou d'une autre. Mon père s'est contenté de payer le principal. Ensuite, l'argent m'a permis d'entrer à l'université. J'ai obtenu un appartement et une voiture. Pensez-vous que j'ai gagné en maturité, en intelligence? Non, tout n'a fait qu'empirer. J'ai étudié quand il n'y avait rien d'autre à faire. Sinon, je dépensais l'argent de mon père dans des fêtes et je faisais des courses de voiture. Plusieurs fois, j'ai été arrêté par la police. Mon père a payé ma caution. Lors d'une de mes fêtes, mon appartement a été littéralement défoncé. Les voisins ont à nouveau appelé la police. C'est là que la patience de mes parents a pris fin. Nous nous sommes sérieusement disputés. Mon père m'a dit qu'il me laisserait sans argent parce que ce n'est qu'ainsi que j'aurais une chance de grandir et de devenir quelqu'un. Je lui ai répondu que je ne leur avais pas demandé de me mettre au monde. Puisqu'ils l'ont fait, qu'ils se réconcilient avec ce qu'ils ont élevé. Mon père a répondu que lui et ma mère avaient envisagé il y a longtemps de mettre fin à la grossesse et qu'ils avaient apparemment pris la mauvaise décision. J'ai alors crié que j'espérais qu'il meure dans un accident de voiture le plus tôt possible parce que j'aimerais être une riche héritière. Après ces mots, mon père a crié que je n'étais plus sa fille. Betty se tait, renifle. Samuel lui tend un paquet de mouchoirs. Elle a hoché la tête avec reconnaissance, s'est essuyé les yeux, s'est mouchée et a continué. Oui, la dernière chose que j'ai dite à mes parents, c'est que je leur souhaitais la mort. Et je méritais vraiment qu'ils ne me considèrent pas comme leur fille. Je ne sais donc pas si je suis prête à les contacter. Betty hésita puis ajouta, je suis sûre que vous connaissez mes parents, du moins mon père. Elle se dirigea vers la bibliothèque et y plongea la main. Samuel se souvint soudain que le premier jour, il avait vu par la fenêtre que Betty y cachait quelque chose. La poupée lui tendit un vieux journal. Je l'ai trouvé quand je cherchais quelque chose pour chauffer le poêle. Expliqua T-L. Et la première page contenait un article sur la disparition de la fille d'un célèbre homme d'affaires. En voyant le nom de famille, Samuel siffla. C'est donc ça ton père? Betty sourit amèrement. Oui, je n'ai pas vraiment l'air d'être la fille d'une telle personne en ce moment. Samuel soupire. Moi aussi, je n'ai pas eu des relations simples avec mon père. Maman nous a quittés quand mon frère avait 12 ans et moi 9. Nous vivions dans cette maison à l'époque. Il semblait que tout allait bien. Puis soudain, elle a laissé un mot à son père pour lui dire qu'elle n'en pouvait plus et elle est partie pour un autre pays. Il est probable qu'il déteste toutes les femmes depuis lors. Et elle ne nous a pas abandonnés, il nous a élevés, mais pour une raison quelconque, il n'a jamais aimé que le frère aîné. Peut-être parce que maman m'aimait, je ne sais pas. John a toujours été son bon garçon. Il a fait des études de droit et moi des études de médecine. Et elle a ouvert sa propre entreprise et je ne suis qu'un médecin dans une clinique. De plus, il a 2 enfants et j'ai divorcé. J'ai essayé pendant tant d'années d'être à la hauteur de ses attentes. J'ai pensé qu'un peu plus et papa comprendrait, apprécierait le fils bon, intelligent et merveilleux que je suis. Betty a posé délicatement sa paume sur l'avant-bras de Samuel et l'a caressé. Il a hoché la tête avec reconnaissance. Nous lui parlons rarement et nous nous voyons à peine, mais j'ai d'excellentes relations avec mon frère et sa famille. Je ne sais pas quoi te conseiller à propos des parents. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez essayer de leur tendre la main. Vous ne souffrirez pas de l'incertitude et vous y mettrez un terme. Je vais y réfléchir et puisque nous avons une nuit de révélation, puis-je te demander quelque chose de personnel? Samuel sourit. Bien sûr, demande. Pourquoi tu t'occupes de nous? Ne croyez pas que je ne vous suis pas vraiment reconnaissant. C'est juste le destin qui fait que nous vous avons rencontré avec Sophie, alors que nous sommes de parfaits inconnus pour vous. Vous pourriez simplement nous laisser nous réchauffer et passer la nuit, et ce serait plus que suffisant. Mais vous nous chassez. Vous nous nourrissez de vêtements et de jouets. Samuel se contente de hausser les épaules. Ou que puis-je dire? C'est probablement mon essence. J'ai toujours eu le goût d'aider les autres. Je suis donc devenu médecin. C'est ce que je ne peux pas changer en moi. Je vous remercie.
Vous êtes une excellente personne. Je voulais demander quelque chose d'autre. Samuel a réfléchi. Pourquoi ne vas-tu pas à la police? Betty soupira, hésita un peu, mais répondit à cause de Sophie. Je ne sais pas qui elle est et d'où elle vient. Ma pire hypothèse est qu'elle est la fille du kidnappeur. Elle ne vous l'a pas dit? Soit elle ne se souvient pas, soit elle ne veut pas parler. J'ai peur qu'il me l'enlève, qu'il l'envoie dans un orphelinat. Comment vivra-t-elle sans moi? De plus, je ne sais pas où se trouve le kidnappeur. Pensez-vous qu'il pourrait sortir de la maison? Oui, bien sûr. Il pourrait cacher un autre jeu de clés à la maison. Il pourrait forcer la serrure, casser la fenêtre et arracher les planches. Il pourrait appeler au téléphone et demander de l'aide. Je ne sais même pas s'il avait un téléphone. Avez-vous peur qu'il vous trouve? Betty acquiesce. La voiture abandonnée sur l'autoroute a dû être retrouvée il y a longtemps. Il sait donc où elle a été laissée et peut deviner où nous chercher. Peut-être que quelqu'un t'a ramassé sur la route et t'a emmené en ville ou que tu es déjà allé à la police. Comment peut-il en être sûr? Il y a beaucoup de possibilités. Je suis sûr qu'il n'ira pas fouiner par ici. En tout cas, tu peux vivre avec moi aussi longtemps que tu le souhaites. Et si vous le voulez bien, je consulterai mon frère. Il est avocat. La jeune fille acquiesce et le lendemain, Samuel rend visite à son frère. John, j'ai besoin de ton aide. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de moi. Samuel parla longtemps. John écoutait avec une surprise croissante. Il ne l'a pas interrompu. N'a posé qu'occasionnellement des questions d'éclaircissement. Eh bien, tu as vraiment mis le feu aux poudres. Dit-il, admiratif, lorsque Samuel a terminé son histoire. Nous pensons donc qu'il est tranquille. Il est assis dans un hôpital isolé. Il travaille comme médecin de campagne. Et il est ici pour sauver des filles. Samuel soupire. Je ne sauve personne, j'essaie juste d'aider. Alors venons-en au fait. John s'est immédiatement redressé. Il est devenu calme et sérieux. Bien sûr, j'amènerai les bonnes personnes. Mais je pense que tout peut s'arranger. Ils n'auront pas besoin d'être séparés là-bas. Où voulez-vous qu'ils vivent avec vous? Oui. Intéressant. D'accord, nous allons réfléchir à quelque chose. Quant à la ravisseuse, c'est dommage, bien sûr. Elle n'est pas allée voir la police tout de suite. Je pense qu'il l'aurait attrapée tout de suite. Mais maintenant, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et j'ai une meilleure idée. Allons chez vous. Je rencontrerai vos filles en personne et nous discuterons et déciderons de la marche à suivre. Betty a décidé de faire une tarte. Elle a trouvé un énorme pot de confiture d'abricot dans le réfrigérateur. Elle s'est dit qu'il serait bon de l'utiliser. Elle était de bonne humeur. Sophie regardait un dessin animé dans la chambre. Je fais une tarte, lui dit Betty. Voulez-vous vous joindre à moi? La petite fille secoua la tête négativement, ne quittant pas l'écran des yeux. Betty sourit et ferme la porte. Avant, Sophie ne l'aurait pas laissée à l'intérieur. Mais maintenant elle n'avait plus peur de rester seule dans la pièce. Betty retourna à la cuisine et commença à pétrir la pâte. Elle attend le retour de Samuel et se prépare à appeler ses parents, et, bien sûr, à prévenir la police. Maintenant, elle est prête à survivre à une rencontre avec son père et sa mère. Même s'il lui disait qu'il ne voulait plus la voir, qu'à cela ne tienne. Mais l'idée de se séparer de Sophie, la simple idée que la jeune fille lui soit enlevée, rendait Betty mal à l'aise. Mais elle comprenait que c'était inévitable. Après tout, il ne pouvait pas vivre éternellement dans le cottage aux frais de Samuel. Quelle que soit sa gentillesse, il y a une limite à tout. Et la porte d'entrée grince. Betty sourit et voulut dire quelque chose, mais elle fut soudain saisie par le coup. Tu pensais que je ne te trouverais pas, dit une voix familière. Betty se refroidit. Tu pensais pouvoir me fuir. Le kidnappeur a continué, ça n'a pas marché à l'époque, ça ne marchera pas maintenant.
Il l'a traînée jusqu'à la porte. Betty n'a guère résisté. L'essentiel est que Sophie n'ait rien entendu. Il ne s'est pas souvenu d'elle. Il y a peut-être une chance qu'il ne prenne que moi. Samuel ne devrait pas tarder à rentrer. Et elle comprendra. Devine ce qui m'est arrivé et appelle la police. Il y a des chances qu'il nous trouve en suivant la piste chaude. L'essentiel, c'est que Sophie n'ait pas à revivre cela. L'homme traînait Betty dans la cour, apparemment en direction de la voiture. Il marmonnait quelque chose, mais les mots étaient indiscernables. Il a tellement serré sa gorge qu'elle a commencé à voir des taches colorées devant ses yeux. Ses jambes commencèrent à s'emmêler et elle réalisa à peine qu'elle était poussée sur le siège arrière d'une voiture. La dernière chose qu'elle entendit fut le cri désespéré des freins. Lorsque Betty revint à elle, avant même d'ouvrir les yeux, elle se souvint de ce qui s'était passé. Elle se prépara à voir le plafond familier d'une cave humide. Soudain, la voix de l'enfant la plus chère au monde retentit à côté d'elle. Betty, Sophie est là aussi, il l'a emmenée avec lui. Betty ouvrit les yeux et fut surprise de constater qu'elle se trouvait dans la même chambre que celle où elle avait dormi ces derniers jours. À côté d'elle se trouvaient Sophie et Samuel. Enfin, l'homme soupira de soulagement et lui prit le poignet. Il marqua une pause de quelques secondes. Le pouls est normal. Comment vous sentez-vous? Betty haussa les épaules. Je vais bien. J'ai encore mal à la gorge. C'est réparable. L'essentiel, c'est que nous soyons arrivés à temps. Betty essaya de sourire. À ce moment-là, un autre homme est entré. Il ressemblait beaucoup à Samuel. Sauf qu'il avait l'air un peu plus âgé et qu'il était plus large d'épaules. Ah! Notre brave princesse s'est réveillée, dit-il joyeusement. Je t'avais dit que tout irait bien. La dernière phrase s'adressait à Sophie. Qui souriait joyeusement? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Demanda Betty en se redressant vivement sur le lit. Nous sommes arrivés à temps. Samuel répondit. Il est immobilisé et attend la police. Vous pouvez donc respirer librement. Le pire est définitivement passé. 1 an plus tard, Betty venait de poser la dernière assiette sur la table lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et que toute la famille du frère aîné de Samuel est entrée en trombe. Joyeux Noël, s'écrie aussitôt John en souriant. Où est ma petite nièce? Pourquoi ne vient-elle pas à ma rencontre? Je suis là. Le son de la cloche est venu de quelque part au fond de la maison et une Sophie toute joyeuse est entrée une seconde plus tard. D'un seul bond, elle vola dans les bras de Jean, qui grogna de surprise, mais réussit à tenir la petite fille. Après que tout le monde se soit embrassé et dit bonjour, les enfants sont montés à l'étage et les adultes sont allés prendre un café. Alors. Des nouvelles? Demanda John. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Betty a fini de remplir les papiers d'adoption de Sophie, dit Samuel. Oh, enfin, il faut fêter ça tout de suite, dit John, et dans la seconde qui suivit, il ouvrit une bouteille de champagne en faisant sauter le bouchon au plafond. Les femmes ont crié. Lucille donna une gifle amusante à son mari, mais tendit immédiatement les verres. John les remplit habilement. J'y suis aussi allée avec Sophie voir mes parents, dit Betty un peu plus calmement. Comment ça s'est passé? Demanda Lucille avec sérieux. Étonnamment bien, répondit Betty. Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas encore habitués au fait que je sois revenue et que j'ai tant changé. Parfois, ils me regardent et on ne sait pas s'ils sont sûrs que je suis leur fille. C'est très bien que vous vous soyez réconciliés, dit John. C'est grâce à Samuel, dit-il en regardant tendrement son fiancé. C'est lui qui m'a persuadé. Samuel rougit légèrement et haussa les épaules. En tout cas, cela valait la peine d'essayer. Sophie devrait l'avoir des grandes haches par an. Et lui, qu'en est-il? Demanda Lucille. Betty sourit malicieusement. On nous a promis qu'il ne serait jamais libre. Il faut absolument que nous buvions à cela. Et puis, pour passer à un sujet plus léger, dit John. Eh bien, je voudrais porter un toast, dit Samuel en se tournant vers Betty. Je pourrais dire que ces dernières années ont été difficiles pour moi.
Mais sachant ce que vous avez vécu, je ne peux pas dire cela. Oui, il n'était certainement pas heureux. J'avais l'impression de vivre en pilotage automatique. Jusqu'à ce que je vous rencontre, Sophie et toi. À partir de ce moment précis, j'ai repris vie. Je ne sais pas si c'est le destin qui nous a réunis ou quelque chose d'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je suis heureuse. Je veux être toujours avec toi. Betty essuie une larme et lève son verre. Elle aurait aimé dire quelque chose. Mais l'excitation et la joie qui l'envahissaient l'en empêchaient. Oh, les gars, dit John, même moi, un vieil homme que vous avez fait pleurer. Qu'est-ce que je peux dire? Joyeux Noël et bonnes années ensemble.